Bienvenue sur le podcast Bouger pour grandir. Dans un épisode précédent, plus spécifiquement l'épisode numéro 4 qui s'intitulait Bébé sur le ventre 101, nous avions parlé de l'importance pour bébé de passer du temps éveillé sur le ventre parce que bien sûr, il doit dormir sur le dos pour sa sécurité, pour promouvoir ou soutenir son développement moteur. Mais on avait aussi mentionné que cela pouvait aider à prévenir une condition qui cause l'aplatissement des os du crâne, donc sur le derrière ou sur le côté, mais on n'en avait pas parlé davantage. Et en rétrospective, je me suis dit que ça serait un sujet important à aborder parce que, notamment, on a toujours pensé que les impacts de tout ça étaient surtout esthétiques. Mais de plus en plus, la science suggère qu'il pourrait avoir des impacts développementaux. Et de là, je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. Et parce que le professionnel de prédilection qui reçoit les bébés qui vivent avec cette condition-là ou qui développent cette condition-là, c'est le physiothérapeute. Eh bien, j'ai été chercher une physiothérapeute pour enfants avec toute son expertise et connaissances sur le sujet. Donc, sans plus tarder, je vais faire place à Marie-Félix Rivard-Dionne pour venir discuter de ce sujet-là avec moi. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de ton parcours professionnel pour nous aider à te connaître? Oui, bien sûr. En fait, j'ai gradué du baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Montréal en 2012. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études en physiothérapie à la même université où j'ai gradué en 2017. Fait qu'à la fin de mes études, je suis retournée m'installer dans mon coin, en Abitibi. Et puis, je suis au fil du temps devenue copropriétaire d'une clinique de physiothérapie au privé. Puis, j'ai toujours eu un intérêt pour la pédiatrie. Je voyais un peu dans des enfants. Puis, c'est vraiment quand j'ai eu ma première que mon intérêt a vraiment grandi pour la physiothérapie pédiatrique. Puis, en plus, le timing a fait que c'était la COVID. Et puis, beaucoup de temps pour faire des formations avec papa à la maison en plus, puisque tout était arrêté. Donc, j'ai commencé à faire plusieurs formations en pédiatrie. Et puis, quand j'ai eu mon deuxième garçon, c'est vraiment là que j'ai développé une passion pour la physiothérapie pédiatrique, puisque mon petit bonhomme, il a un syndrome génétique qui lui apporte, entre autres, un retard de développement moteur important. Fait que depuis ce temps-là, je me spécialise de plus en plus en pédiatrie. Bien, une belle expérience, puis je pense que tu vas avoir beaucoup à nous apporter, notamment sur ce sujet-là. Et comme je te disais tantôt, j'ai l'impression qu'on va peut-être te revoir, ou pas te revoir, mais te réentendre quelquefois sur le podcast Bouger pour grandir parce que justement, le développement moteur, c'est vraiment une expertise partagée avec d'autres professions, dont la tienne. Et c'est le fun de pouvoir en profiter. Alors, merci d'être là. Puis merci d'être là pour parler de ce sujet qui est important parce que je pense que ce sont des connaissances essentielles à posséder pour le nouveau parent et essentielles à posséder rapidement pour le nouveau parent parce que ce sont, et tu nous en diras davantage, mais dans les premières semaines où il y a les plus grands risques de développer les déformations crâniennes positionnelles parce que bébé passe beaucoup de temps endormi à ce moment-là. Alors, s'il garde toujours sa tête du même côté ou appuyé, étant sur le dos, à ce moment-là, il y a plus de risques. Mais pourrais-tu nous expliquer, j'ai utilisé le gros mot, déformation crânienne positionnelle. Donc, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un aplatissement de l'arrière du crâne qui peut être soit
au centre, à l'arrière, ou plus sur un côté que l'autre, qui va apparaître, qui peut être présent là, dès la naissance ou qui va apparaître au cours des premiers mois de vie, là, comme tu as mentionné, entre autres parce que le crâne de bébé, là, quand il naît, il va être très malléable. Ce qui est super important puisque ça va faciliter là, le passage de bébé lors de l'accouchement. Mais c'est le désavantage, là, c'est qu'il peut se déformer là, très rapidement là, suite à la naissance. Puis, l'aplatissement va être dû à une pression qui va être exercée de manière prolongée ou répétée toujours au même endroit sur le crâne là, du bébé. OK. Donc, bébé peut naître avec cette problématique-là. Oui, exactement. Okay. En fait, là, selon la position dans le ventre de maman, surtout en fin de grossesse là, ou lors de grossesses multiples, la position du bébé peut faire en sorte que la région de son crâne à l'arrière, principalement du côté droit, c'est vraiment la façon que la majorité des bébés là, vont être placés dans l'utérus, mais ça va être en contact avec l'os ilium de la maman. Donc, ça peut créer là, un aplatissement là, en intra-utérin, fait que bébé naît avec sa plagiocéphalie, là. Fait qu'on le voit là, de temps en temps ou parfois directement lors de l'accouchement, là, quand il y a l'utilisation, par exemple, de forceps ou de ventouses qui peut venir créer là, le début de l'aplatissement. OK. Donc, à ce niveau-là, on peut pas tellement prévenir ou savoir à l'avance. Non, exactement. Là, on n'a pas d'impact là sur cette partie-là. C'est vraiment quand c'est dû à la position plus tard dans le développement qu'on a un impact. OK. Et lorsque ça se passe comme ça avant la naissance, le médecin, le personnel médical va l'identifier tout de suite et suggérer dès lors des pistes là, pour adresser tout ça. Exactement. Là, souvent, c'est des bébés qui sont vus rapidement là, en physiothérapie pour mettre en place là, tout le traitement là, nécessaire pour corriger la plagiocéphalie qui est déjà installée. Puis, comment on fait si bébé naît avec une belle tête ronde pour prévenir que ça s'installe dans les premières semaines de vie? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ce qu'on va faire quand bébé va naître, régulièrement, on va regarder le crâne de bébé. Donc, pour pouvoir identifier là, rapidement un aplatissement qui va s'installer. Donc, souvent, soit qu'on peut prendre bébé un peu comme le mettre en position assise, puis on va le regarder de haut. Fait qu'on va voir là un aplatissement qui peut apparaître là au centre ou sur le côté. Fait qu'on va voir que c'est pas un beau rond. Quand il est tout petit, quand il est couché sur le dos, on peut vraiment se mettre à sa hauteur. Puis on va voir là, la partie qui est appuyée sur la surface. Mais on va voir un petit plat là, qui est présent. Fait que ça va nous permettre de rapidement voir l'aplatissement qui s'installe. Ou si on voit des anomalies comme la tête qui est toujours penchée d'un côté, la tête qui est toujours tournée d'un côté, que bébé regarde toujours à la même place, ou des asymétries là, au niveau du visage, qu'on pourrait remarquer qu'une joue qui est différente que l'autre, un œil qui est plus fermé, une oreille qui est décalée par rapport à l'autre. Mais ça va être tous des indices qui vont nous dire qu'il y a peut-être un aplatissement qui est en train de se créer. À partir du moment où on voit ces asymétries-là, c'est-tu déjà pas mal avancé? Est-ce qu'il y a des façons de repérer juste au début, juste avant que ça soit même perceptible, ou ce sont les premiers signes, là, ces asymétries-là? Souvent, si on touche beaucoup, on flatte beaucoup la tête de bébé, des fois, on peut sentir un petit plat à un endroit. Fait que des fois, on est capable de le détecter plus rapidement. Mais souvent, ce qu'on va remarquer, c'est vraiment la tête qui reste dans une position. Fait qu'on va se questionner là si il y a un aplatissement. Fait qu'on va porter plus attention à essayer de regarder bien le crâne. Mais tu sais, quand les asymétries, par exemple, au niveau facial sont apparues, souvent le plat est quand même commence à être important. Là. Est-ce que il peut avoir un cercle vicieux qui s'installe dans le sens qu'une fois qu'il y a une petite surface aplatie, que ça serait comme plus confortable ou facile pour bébé d'aller sur ce spot-là parce que il y a pas besoin de contrôle finalement de sa tête pour rester dans une certaine position? Exactement. Okay. En fait, quand bébé il naît, il va rarement avoir la tête au centre. Il va toujours avoir la tête tournée d'un côté puisqu'il n'y a pas le contrôle pour garder sa tête au centre. La musculature n'est pas encore assez forte. Mais quand le plat va se développer, là, ça va être hyper facile. C'est super stable comme position. Donc, bébé là va rester toujours
pris dans son plat. Puis même, ça va lui demander une grande force pour réussir à tourner la tête, exemple, de l'autre côté, puisque il y a comme une petite butte qui doit réussir à passer. Donc, souvent, là, quand le plat commence à s'installer, bébé va rester là dans cette position-là tout le temps. Là, ça va être plus facile et plus confortable. OK, donc vraiment important à surveiller. J'ai entendu parler d'une application qui nous permettait de surveiller. Dans le fond, je pense qu'on doit prendre des photos de la tête du bébé ou quelque chose comme ça, puis ça mesure s'il y a des changements. T'as-tu entendu parler de ça? Je m'excuse de pas avoir plus d'infos là-dessus. Il commence à avoir des applications là qui sortent sur le marché, ou même là un peu plus aux États-Unis, là, c'est de plus en plus populaire. Il y a des programmes de physiothérapie. Là, dans le fond, tout se fait en virtuel via des photos. Mais oui, maintenant, il y a des applications qu'on peut prendre différents angles en photo la tête de bébé. Puis là, ça va nous montrer s'il y a un plat. Maintenant, ça prend des mesures. Est-ce que c'est fiable? Ça, c'est une autre question. Mais au moins, ça permet de voir qu'il y a un plat qui commence là à apparaître ou qui est présent. Mais ça se fait aussi là avec une simple photo. Des fois, on va le voir mieux que visuellement. On dirait qu'avec un regard un peu plus externe, fait qu'on pourrait prendre de haut en photo la tête de bébé, puis on peut voir là parfois le plat qui va apparaître sur la photo. Okay. Ça va être plus clair des fois que quand on le regarde avec juste nos yeux. Ah, c'est intéressant. La technologie évolue tellement, puis ça peut nous soutenir dans tellement de choses, dans ça aussi. Oui, aussi. Et en introduction, je disais que les études suggèrent de passer plus de temps sur le ventre pour prévenir ça. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre au-delà de celles que tu as mentionnées tout à l'heure? C'est déjà un très, très bon début de passer plus de temps sur le ventre, ce qu'on fait de moins en moins. Les bébés, là, on se rend compte là, depuis la campagne Dodo sur le dos qu'on les place moins sur le ventre. Mais il y a beaucoup d'autres choses là qui peuvent être faites. En fait, par exemple, lors du dodo, ce qu'on va vouloir, c'est de stimuler la rotation de la tête. Donc, que bébé soit pas couché la tête bien au centre. On va vouloir qu'il tourne la tête du côté droit et du côté gauche. Et pour ce faire, on va essayer, par exemple, de coucher une nuit bébé la tête à la tête du lit. Puis la nuit d'après, par exemple, on va tourner bébé, puis on va plutôt mettre sa tête au pied. Pour stimuler vraiment les deux côtés la rotation. Ça fonctionne pas toujours. Par expérience, moi, ça fonctionnait pas. Mais on peut essayer dans ce temps-là, par exemple, de placer un objet lumineux, une veilleuse, du côté qu'on veut que bébé tourne la tête pour attirer son attention. Ça peut être un mobile qu'on va placer plus d'un côté. Aussi, le mobile, on veut jamais le placer au centre du lit. Souvent, on le suspend vraiment là, par-dessus le lit. Fait que ça fait en sorte que bébé va garder sa tête bien au centre à fixer son mobile. C'est ça que j'ai fait avec mes enfants. On a beaucoup fait ça. Oui. Fait que de plus en plus, c'est de le placer sur le côté. Fait que bébé va vouloir le regarder. Fait qu'il va tourner la tête sur le côté. Fait que ça va aider beaucoup. On va appliquer les mêmes règles aussi lors de la sieste pour que lors des siestes, bébé tourne sa tête sur le côté. Puis, on évite aussi là les coussins en cœur. C'est supposé, là, le fabricant dit que ça prévient les têtes plates. Ça fonctionne pas. Okay. Puis même au contraire, en fait, ça peut faire en sorte que la tête de bébé reste un peu pris parce qu'il y a comme c'est un cœur, il y a comme un trou dans le milieu. Fait que c'est très difficile pour bébé de tourner la tête puisqu'il est comme pris dans le coussin. Fait que c'est un peu le même principe que quand on a un aplatissement qui est commencé, bébé il reste plus pris dans cette position-là, mais le coussin en cœur, il fait la même chose. Donc ça, on voudra pas là de coussin en cœur. Ensuite, on a parlé de passer plus de temps sur le ventre, ce qui est très important, mais aussi on oublie souvent de placer bébé sur le côté. Donc il y a beaucoup là de bienfaits à faire jouer bébé sur le côté. C'est sûr que quand bébé là il vient de naître puis qu'il y a un mois, c'est encore trop difficile, mais rapidement, en vieillissant, on va venir le placer sur le côté. Puis il y a plusieurs trucs pour réussir à ce qu'il garde la position. Parce qu'au début, bien sûr, il ne sera pas capable de garder la position.
Mais on peut soit des fois utiliser notre jambe, on vient accoter le dos de bébé sur notre jambe. On peut utiliser des fois le coussin d'allaitement ou un sac de riz. Je perds mes mots, là. Le sac magique, ça fonctionne super bien. Oui, ça fonctionne super bien pour aider bébé là, à maintenir la position. Des fois, sur le sofa, si on appuie le dos de bébé sur l'appui dos, ça va aider à maintenir la position. Fait que ça, c'est très important. On va passer le plus de temps sur le ventre que bébé tolère, mais on va essayer aussi de le faire jouer sur les côtés. Puis quand il est sur le dos, parce que c'est sûr que bébé va passer du temps de jeu sur le dos, mais on va essayer de faire en sorte de placer les jouets sur les côtés. Donc, bébé va tourner la tête pour voir les jouets. Fait que ça va être le même principe. On suspend pas un jouet juste au-dessus de lui qui va faire en sorte qu'il va garder soit la tête bien au centre à essayer de fixer l'objet ou de le prendre, ou s'il y a un aplatissement qui semble vouloir commencer d'un côté, mais on va pas placer les jouets de ce côté-là. On va essayer de l'amener de l'autre côté. Fait qu'on va vouloir toujours de façon symétrique de travailler la droite et la gauche. Et quand il n'y a pas de plat là, qui est encore présent. Il y a une autre chose, c'est les fameux, ce qu'on appelle les containers, donc tous les équipements pour bébé, là, qui est un gros point là dans les déformations crâniennes. Okay. Dans le fond, depuis qu'il y a eu la campagne Dodo sur le dos, plus l'arrivée là vraiment très forte, le marketing pour les équipements pour bébé, il est très bon. On a eu 600% d'augmentation de déformations crâniennes. Wow. Fait que c'est énorme. Fait que les bébés, ils passent maintenant moins de temps sur le ventre, puis ils passent beaucoup de temps dans les containers. Puis souvent, on s'en rend pas compte, mais ils passent d'un équipement à l'autre, puis on s'en aperçoit pas. Fait qu'au final, il y a une moitié de journée là, que bébé est pris dans son équipement qui peut pas bouger. Fait que ça va vraiment là, influencer beaucoup, parce que surtout les premiers équipements qu'on va utiliser, ben ça fait en sorte que c'est toutes les balançoires où le bébé là, va être couché sur le dos. Et puis souvent, ça fait en sorte que c'est quasiment difficile là, de tourner la tête sur les côtés. Fait que bébé, là, il va passer beaucoup de temps avec la tête appuyée. Mais parfois, il y a même des... Moi, je sais, j'avais une balançoire, j'avais un petit bouncy seat. Et au début, parce que ça vient avec une espèce de petit truc, là, comme dans les sièges de voiture, qui empêche de tourner la tête. Donc, pour la voiture, j'imagine que c'est sécuritaire, mais pour le plaisir dans la maison, c'est pas nécessaire de bloquer la tête au centre. Non, exactement. C'est que souvent, là, il y a l'ensemble un peu nouveau-né qui appelle, là, qui est vraiment pour bébé quand ils viennent de naître. Puis c'est vrai, ça fait le contour de la tête pour que bébé garde la tête bien droite, bien au centre. Fait que là, on a un risque là, de créer là, un aplatissement là, au centre, là, de créer une brachycéphalie. Donc, ça, on voudra pas ça. Puis une autre chose qui est très, très fréquent chez les parents, c'est de faire les siestes dans la coquille. Fait qu'on arrive de faire nos commissions, le bébé dort bien parce que la majorité des bébés, là, exact. Fait que la majorité des bébés dorment très bien dans la coquille. Fait qu'on rentre, on laisse bébé dormir dans la coquille. Fait que pendant, exemple, 1 heure, il a la tête bien au centre, bien en train d'aplatir là, sa tête. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Puis là, vu qu'on parle des coquilles, mais là, c'est super pratique. Maintenant, les coquilles, ils clipent sur notre poussette. Fait que de plus en plus, on s'en sort jamais. Fait que de plus en plus, on va utiliser la coquille qu'on va clipper sur la poussette pour aller prendre une marche. Tu sais, faut être réaliste. Quand on va faire des commissions, c'est super pratique. Tu sais, c'est correct, là. Faut pas, à un moment donné, non plus virer fou avec tous les équipements. Mais si on va prendre une marche, par exemple, là, pour le plaisir avec bébé, ben c'est pas une bonne idée la coquille. Mais par contre, souvent ce qui arrive, c'est que le siège qui vient avec la poussette, ben elle peut pas être utilisée quand bébé est naissant, à part quand elle s'incline vraiment beaucoup et qu'elle forme un landau. Fait que souvent la solution pour les parents, ben c'est d'aller prendre leur marche en coquille. Fait que ça, on veut le moins possible là, faire ça. Fait que si on n'a pas de landau, moi ce que je dis aux parents, c'est que ben on va aller prendre la marche avec le porte-bébé pour réussir à pas passer trop de temps là, la tête appuyée. Puis fait qu'en porte-bébé là, la tête de bébé là sera pas appuyée, va être comme sur le ventre. Mais si on a un landau, ben là on est très heureux, puis on va pouvoir aller prendre nos marches bébé, mettons exemple sur le dos, on va pouvoir faire en sorte qu'il tourne la tête sur les côtés, mais on pourra aussi le placer sur le côté et même sur le ventre, ce qu'on oublie souvent, ben bébé peut aller prendre sa marche sur le ventre.
Ben oui. dans le landau, là. Fait que c'est ce qui est très intéressant là, des landaus. Mais dès que bébé peut utiliser son siège, c'est sûr que là, on va pouvoir utiliser le siège là pour pas utiliser là, la coquille là, le moins possible. Tu as mentionné le mot brachycéphalie Oui. pendant que tu t'exprimais librement sur le sujet, mais on l'a pas défini, ce mot-là. Puis je pense qu'il y a comme un autre mot relié aussi. Peux-tu nous les expliquer? Oui, bien sûr. En fait, la brachycéphalie, c'est que l'aplatissement va être situé au centre. Fait que derrière, mais vraiment au centre du crâne. Fait que souvent, le bébé va avoir la tête qui va être plus large. Dans les cas plus sévères, la tête pourrait être plus large que profonde. Puis on a ce qu'on connaît un peu plus, la plagiocéphalie. Fait que à ce moment-là, l'aplatissement va être sur le côté. Donc, soit sur le côté droit ou soit sur le côté gauche. Puis on peut avoir aussi une combinaison des deux. Là, ça, c'est pas impossible non plus. OK. Merci pour la précision. C'est vrai, c'est surtout le mot plagiocéphalie qu'on entend et qu'on pourrait surgénéraliser. Et effectivement, c'est pas grave si on surgénéralise, on se dit aplatissement, plagiocéphalie, mais du côté plus technique, il y a différents termes pour les différents lieux de l'aplatissement. Exact. Okay. Fait qu'il y a quand même des médecins qui vont qui vont dire brachycéphalie ou plagiocéphalie selon la problématique, mais il y a aussi des fois que ça va être utilisé là, plagiocéphalie, peu importe là, l'aplatissement du crâne. OK. Et tantôt, tu parlais d'allaitement. Est-ce que le côté d'allaitement, ça peut avoir un lien aussi? Oui, c'est sûr que là, l'allaitement, on est un peu pris. Là, on va vouloir... on fait toujours les deux seins, mais faut faire attention à comment on tient bébé. Okay. Donc, on va vouloir alterner aussi le bras avec lequel on soutient bébé. Ça va être la même chose là, pour le biberon. Par exemple, fait qu'on va vouloir essayer des fois de le tenir avec notre bras droit, des fois de le tenir avec notre bras gauche, pas créer là un aplatissement si on le tient toujours de la même façon. Okay. Ça aussi, c'est valable là, dans le quotidien. Là, on a souvent tendance, on a un bras préféré, puis on tient toujours bébé de la même façon. Fait que ça aussi, ça peut être un facteur qui va contribuer là, à créer l'aplatissement de la tête d'un bébé. Cette information-là, est-ce qu'elle est disponible? Elle circule où? Est-ce que les médecins en parlent? Comment les parents font pour connaître toutes ces précautions-là, pour prévenir? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com/guide. Comment les parents font pour connaître toutes ces précautions-là, pour prévenir? C'est quand même encore difficile. Il y a des conseils de base qui se trouvent quand même bien sur Internet là, quand on s'inquiète puis qu'on Google plagiocéphalie ou syndrome de la tête plate, par exemple, on trouve des informations. Les médecins commencent de plus en plus à donner des conseils, mais souvent, l'aplatissement est déjà présent. Oui. Donc, l'information, on devrait l'avoir avant d'accoucher ou lorsqu'on est à l'hôpital. Mais ça serait beaucoup mieux avant parce qu'on a un peu la tête pleine là, quand on accouche. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, avant, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est pas encore si facile. Dans le Naître et Grandir, il y a une petite section dans le petit livre qui donne encore. Sur le site web aussi, il y a de l'information, mais il faut quand même que tu sois au fait de la pathologie pour la chercher avant d'accoucher. Dans les cours là où on apprend à respirer, les cours prénataux et tout ça, c'est peut-être l'information qui est partagée. Oui, ils commencent à l'avoir de plus en plus. Plus que les cours sont mis à jour, plus les cours contient cette information-là. Maintenant, il y a de plus en plus de cours privés là, où que tu payes pour des cours prénataux qui sont... l'information commence à circuler de plus en plus, mais pas assez à mon goût, mettons. Non, ni au mien. Ni au mien, mais je pense que on est encore en adaptation en tant que société depuis les impacts positifs et moins positifs en ce sens-ci du bébé sur le dos pour dormir. Oui, ça a quand même pris un certain temps là, avant qu'on se rende compte qu'il y avait de plus en plus d'aplatissement. C'est ça, on est encore là-dedans là, de réussir à s'adapter et de bien conseiller les parents là,
Parce que souvent, moi, quand ils arrivent là, dans mon bureau, c'est la première fois qu'ils entendent ce terme-là quand c'est leur premier bébé. Fait que ça veut dire que l'information, elle diffuse pas encore suffisamment. C'est ça, on pensait beaucoup que les impacts étaient esthétiques et jusqu'à un certain point, selon la gravité, j'imagine qu'il y en a, mais peux-tu nous parler de ça, impact esthétique, puis est-ce qu'il y a des impacts sur le développement de l'enfant qui font que Oui. c'est important là, de prévenir tout ça? Donc, au niveau esthétique, là, principalement, ça va être des asymétries au niveau du visage. Donc, il va y avoir un décalage, on peut voir un décalage au niveau des oreilles. Donc, il va y en avoir une qui va être un peu plus avancée, un petit peu plus basse, versus de l'autre côté, là, va être un petit peu plus haute, puis un petit peu plus reculée. On peut voir un bondement au niveau du front. Donc, il y a comme une proéminence un petit peu là, au niveau du front. Il peut y avoir un œil qui va être plus fermé que l'autre. Puis plus que la sévérité augmente, plus que ça va être frappant. Puis on peut aussi, là, on se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau de l'occlusion des dents. Donc, l'ouverture puis la fermeture là, des dents, de même que l'alignement de l'articulation temporomandibulaire. Donc, c'est la petite articulation là, qui bouge quand on ouvre la bouche, quand on parle, quand on mange. Fait que ça aussi, c'est affecté. Donc, tu sais, on peut extrapoler qu'au niveau de l'allaitement, de l'alimentation, dans les cas plus sévères, ça peut causer des problèmes. Puis, au niveau du port de lunettes, fait que si nos oreilles sont décalées, ben quand on va placer nos lunettes, ça c'est problématique. Puis, le port de chapeau et de casque peut devenir problématique. Dans les cas plus sévères, par exemple, le petit garçon veut jouer au hockey, ben le casque d'hockey ne lui fait pas. Donc, c'est quand même très problématique. Mais oui. Parce que, tu sais, souvent, on se dit, ah, c'est juste esthétique, ça paraît pas beaucoup, il y a des cheveux, puis... mais quand même, ça peut, dans les cas plus sévères, ça peut être problématique. Puis ça a aussi un impact, là, au final, à l'adolescence, par exemple, sur l'estime de soi. Ça peut avoir quand même des aspects psychologiques, là, en vieillissant, quand bébé, s'il y a, ben, il va être rendu grand, mais s'il y a une tête plus plate, ça peut être apparent à l'œil, faut que c'est quand même à considérer. Puis, au niveau développemental, ben, en fait, il va y avoir des problématiques, là, des impacts au niveau moteur. Okay. Donc, souvent, ça va être des bébés qui vont être plus enclins à développer des asymétries de mouvement. Fait qu'ils vont utiliser une main plus que l'autre. Ils vont être plus forts d'un côté que de l'autre. Parce que, par exemple, ils vont avoir toujours la tête tournée d'un côté. Fait que c'est sûr que c'est plus facile si j'ai la tête tournée à droite d'utiliser mon bras droit que mon autre main que je vois presque pas. Puis, souvent, puisqu'une des causes, c'est l'utilisation des équipements pour bébé, des containers, mais ça fait en sorte que bébé il est pris dans l'équipement. Fait qu'il passe moins de temps sur le ventre, puis moins de temps au sol à jouer librement. Fait que ça aussi, ça va avoir des impacts là, sur l'acquisition des différentes habiletés motrices. Fait que des fois, on va avoir des retards au niveau des roulades, de s'asseoir, le ramper, la marche à quatre pattes, même la marche autonome, qui peuvent être toutes un peu retardées parce que bébé, ben il n'y a pas les occasions de le faire. Fait que tu sais, ça, c'est indirect, c'est pas la plagiocéphalie comme telle qui va créer ça, mais c'est qu'est-ce qui a causé la plagiocéphalie va aussi apporter des retards là, au niveau du développement. Fait que ça, c'est le côté moteur. Puis là, de plus en plus, il commence à avoir des études, puisque il y en a de plus en plus. Oui. Et on se rend compte là que c'est des enfants quand ils passent des batteries de tests là, qui sont complètes, là, qui sont autant cognitifs que niveau langagique, que comportemental, l'aspect socio-affectif aussi, mais on note des retards, des scores qui sont plus faibles à ces batteries de tests-là versus des enfants qui n'ont pas eu d'aplatissement. Ça persiste là, jusqu'à l'âge scolaire. Là, ils voient des différences là, dans les études là, qui commencent à sortir. Fait que ça, c'est quand même à considérer. Fait qu'il y a pas pour le moment, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais c'est vraiment que si tu as eu une plagiocéphalie, ben là, c'est comme un marqueur de risque de retard dans différentes sphères là, du développement. Mais on ne sait pas qu'est-ce que les études, les prochaines études là, vont nous apporter. Là. Mais c'est sûr que quand tu regardes un IRM d'un cerveau qui a une plagiocéphalie importante, mais tu sais, le cerveau, il a pas toute sa place, il est pas rond comme d'habitude. Là, il pousse contre une paroi qui est pas supposée d'être là. Fait que c'est possible là, qu'il y ait d'autres problématiques là qu'on va se rendre compte là, qui en découlent. Là.
Puis aussi, là, maintenant, au niveau visuel, au niveau auditif, là, qu'on commence à voir des impacts là, de l'aplatissement. Ben oui. Mais là, avant qu'on parle, parce que c'est sûr qu'on va parler un peu intervention, mais en Oui. t'écoutant, ça fait peur, tout ça. Et moi, si je serais enceinte, là, puis j'entendrais ça, je serais super stressée. Est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé global, dans le fond, de l'information qu'on veut garder en tête sans se surstresser comme parents? On va en avoir des containers en cadeau dans notre shower. Oui. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important à garder en tête? Puis, pour relativiser finalement qu'on a beaucoup de pouvoir pour que ça s'installe pas, tout ça, là, tout ce que tu viens de décrire. Calme-nous. En fait, là, ce qu'on va vouloir, là, c'est que bébé les passe du temps dans toutes les positions. Fait qu'on va vouloir que bébé, on va essayer de faire passer du temps sur le ventre le plus qu'on est capable, selon ce que bébé va réussir à tolérer. Fait qu'il faut pas se mettre trop de pression. C'est aussi difficile. Tu en parlais, là, dans ton précédent podcast. Oui. C'est pas tous les bébés que c'est facile de les placer sur le ventre. Fait qu'on fait notre possible. On essaie de le placer régulièrement sur le ventre. On va essayer de le placer sur le côté le plus qu'on peut ici, là, quand il va un petit peu vieillir. Puis, quand il va être sur le dos, on va vouloir stimuler les deux côtés. Fait qu'on va vouloir toujours que bébé passe du temps la tête tournée à droite et la tête tournée à gauche. Donc, même dans nos habitudes de vie, des fois, on va essayer de placer bébé de façon à ce que quand on joue avec, on est couché à sa droite. Des fois, on va être couché à sa gauche. Quand on change la couche, par exemple, on va le placer pour que des fois, il nous regarde à droite. Des fois, il nous regarde à gauche. Fait que ça va être juste de ne pas le laisser pendant des heures et des heures dans son équipement, de le faire changer de position puis de lui permettre de bouger librement. Fait que souvent, là, le placer à terre, c'est la meilleure façon de faire. Des fois, quand ils sont tout petits, on dirait qu'on sent pas bien de les mettre sur le plancher. Ben, je dis pas de les mettre directement sur le plancher, mais sur, exemple, un tapis d'éveil ou un tapis de mousse. Mais c'est le meilleur moyen là, de réussir à prévenir. Là. Fait que c'est vraiment de stimuler les deux côtés puis ne pas les laisser dans un équipement trop longtemps, trop souvent. Mais c'est sûr que vous allez en utiliser. On en a. La majorité des gens vont en utiliser. En fait, tout le monde en utilise parce que le siège d'auto, ça en est un. Oui. La chaise haute, ça en est un aussi. Oui. Fait que c'est sûr qu'on va en utiliser, mais il faut juste l'utiliser de façon raisonnable le plus possible. OK, merci beaucoup. Maintenant, à partir du moment où on doute qu'il y a une déformation qui s'installe, est-ce que si on surveille puis on arrête, peut-être si on avait des mauvaises habitudes en lien avec le positionnement, si on arrête tout ça, est-ce que ça peut se replacer seul? Est-ce que il faut aller consulter rapidement ou est-ce qu'on peut juste attendre? Alors, à partir de quand il faut consulter puis qui, finalement? Bon. En fait, on peut consulter en physiothérapie. Plus vite qu'on va consulter, en fait, plus vite que ça va pouvoir se résoudre. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'il va falloir arrêter nos mauvaises habitudes le plus possible, mais là, par exemple, quand on a développé une plagiocéphalie à droite, donc le plat va être du côté droit, ce qu'on va vouloir, c'est que on met plus de pression et le crâne soit plus appuyé du côté droit. Donc, on va faire en sorte que bébé tourne toujours sa tête vers le côté opposé pour qu'il y ait un côté droit à ce cas-là. Il soit toujours dans le vide, donc pas appuyé là, sur les surfaces. Fait que ça, dès qu'on remarque un plat, on peut mettre ça là, en place, c'est de faire en sorte que le côté de l'aplatissement il soit jamais appuyé. Fait que déjà là, c'est une très bonne étape. Mais il faut aussi réussir à trouver la cause de l'aplatissement. Parce que, par exemple, une des causes, ça peut être un torticolis. Fait que ça, le torticolis, ça va pas se résoudre toute seule. Ça va prendre des interventions pour le résoudre. Donc là, on va devoir consulter. Fait qu'en général, moi, les parents qui vont me dire « Ah, mon enfant commence à avoir une tête plate », je vais leur dire que c'est très bénéfique d'avoir une évaluation en physiothérapie parce qu'on va donner les conseils vraiment appropriés à la problématique précise de l'enfant, mais on va aussi là, évaluer tous les coups. Donc, la force du coup, l'amplitude du coup, savoir si c'est un torticolis ou non. Puis, en fonction de ce qu'on va trouver, on va pouvoir donner des exercices pour résoudre ce problème-là. Parce que si bébé a un torticolis,
Mais même si vous le positionnez, vous faites votre possible, mais il va toujours vouloir retourner dans son plat parce que le torticolis va l'amener dans cette position-là. Puis, on va regarder au niveau plus neurologique. Donc, le tonus, par exemple, du bébé. Souvent, les brachycéphalies, c'est des bébés, on appelle ça des bébés bibelots. C'est des bébés un peu parfaits qui bougent pas beaucoup. Fait qu'ils sont bien sur le dos, la tête bien au centre. Puis souvent, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de tonus. Fait qu'eux, juste lever les bras vers le haut contre la gravité, c'est très difficile. Mais une fois qu'on le sait, on va pouvoir intervenir en conséquence. Puis on va évaluer le développement moteur parce que là, on est à risque de retard et d'asymétrie. Donc, en fonction de l'évaluation, on va pouvoir donner aussi des exercices pour pratiquer, par exemple, les roulades, pour pratiquer le divers habiletés motrices pour pallier là, au possible retard que ça pourrait entraîner. Puis, on peut aussi mesurer la tête pour suivre l'évolution de l'aplatissement. Donc, il existe un petit instrument qui permet de mesurer la largeur, la profondeur, puis on fait des diagonales, là, donc de derrière le crâne, d'un côté vers l'œil opposé. Puis, ça nous donne la sévérité de l'aplatissement. Donc, on peut suivre l'évolution, là, voir si nos interventions, si le positionnement fonctionne bien. Est-ce que quand on va à notre rendez-vous médical de suivi, là, le premier mois, le deuxième mois et tout ça, le médecin vérifie ça d'emblée? La majorité des médecins vérifient. Des fois, quand c'est plus subtil, ils vont le manquer. Moi, je vois qu'il est souvent manqué, c'est les torticolis un peu moins frappants. Okay. Puis ça fait en sorte que tranquillement, la plagiocéphalie va s'installer. Puis là, au deuxième suivi médical, ben là, la plagiocéphalie, elle s'est bien installée parce qu'on n'a pas vu le torticolis au début. Mais c'est pas toujours évident non plus de le voir, là. Les casques, est-ce que c'est tous les bébés qui vont porter ça? Non, le fameux casque. Oui. J'ai vécu le processus. Mon garçon a eu un casque. Fait que c'est pas parce que t'es physiothérapeute que tu réussis à tout régler, on voit. Fait que le casque, en fait, la première intervention dans la grande majorité des cas, ça va vraiment être le positionnement. Donc, c'est un peu ce qu'on disait, les conseils de prévention, mais on va l'appliquer au lieu qu'on veut que ça soit symétrique des deux côtés, ben on va faire tourner, exemple, la tête toujours du même côté à bébé. Et si, après là, quelques mois, ça n'a pas fonctionné, puis que l'aplatissement demeure modéré à sévère, donc ça, on peut savoir là, la sévérité, comme je disais, avec nos mesures. Là, on peut commencer à discuter d'un casque. Fait que c'est vraiment pas la majorité des enfants qui vont avoir un casque, là, même c'est quand même très peu d'enfants. En moyenne, là, dans les dernières années, c'était environ 1500 casques qui se faisaient au Québec par année. Il y a quand même beaucoup plus de naissances que ça, mais c'est quand même un chiffre qui est important. Donc, si le casque, il faut aussi, on a une période de temps qu'on peut le porter puis qui va être efficace. Puis on peut pas le commencer trop tôt. Il faut que le bébé quand même ait la force musculaire de son cou suffisante pour porter le casque. C'est un poids additionnel sur une tête qui est déjà très lourde. Fait que ça va vraiment être à discuter avec les professionnels de la santé là, qui gravitent autour de bébés pour voir là, si on y va avec un casque ou non quand on a un échec du positionnement puis que la condition demeure modérée à sévère. Alors, lorsqu'on a consulté un professionnel, ben d'abord reconnu, dépister le problème, consulter un professionnel, intervenu avec des stratégies de positionnement et ou peut-être éventuellement le casque. Est-ce que la majorité des déformations crâniennes positionnelles se résorbent? Oui, la majorité se résorbe ou du moins, exemple, un aplatissement qui était considéré sévère va devenir, par exemple, léger. Donc, la majorité vont se résoudre. C'est sûr que ça prend l'implication puis l'assiduité des parents et des proches aussi qui côtoient bébé là, pour mettre en place les exercices et le positionnement. Puis, c'est sûr que plus rapidement on le prend en charge, ben il y a plus de chances qu'on le résout tout au complet ou du moins qu'il reste juste un petit aplatissement là, léger à la fin. Tu mentionnais que, bon, par exemple, toi, tu es dans le secteur privé et
si moi, je suis un parent, par exemple, j'ai pas d'assurance privée ou j'ai pas nécessairement les ressources financières pour aller au privé, est-ce que le réseau public va m'aider? Oui, bien sûr. C'est souvent là la prise en charge est très rapide parce qu'il faut agir rapidement. Donc, quand le médecin là, fait la référence là, en physiothérapie, ça va rapidement là, que bébé va avoir son évaluation puis la suite des traitements là, en physiothérapie. Est-ce qu'il y a des choses que tu crois essentielles à ajouter sur ce sujet-là qui n'ont pas été discutées? On arrive à la conclusion. On a parlé que ça arrivait tôt là, quand la plagiocéphalie pouvait commencer là, à être présente, qu'on puisse remarquer un aplatissement. Souvent, c'est à partir de 6 semaines là, pour un parent, fait que c'est quand même un chiffre important. Là. 6 semaines, on commence vraiment à voir l'aplatissement, à part ceux qui sont nés avec l'aplatissement. Fait que, souvent, là, c'est à partir de 6 semaines jusqu'à autour de 3 mois là, d'être très attentif à l'apparition, parce qu'à l'âge de 2 mois, c'est l'âge où l'enfant est pas symétrique. Donc, c'est l'âge où que bébé a beaucoup de chances aussi de développer une plagiocéphalie. Puis, un truc aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est que souvent, il va manquer un spot de cheveux à l'endroit de l'aplatissement. Donc, pour que bébé est toujours appuyé, il y aura plus de cheveux. Fait que ça des fois, c'est frappant. C'est souvent les grands-parents, là, ils vont remarquer ça rapidement, là, que pourquoi il y a plus de cheveux là? Fait que là, il faut se questionner, est-ce que c'est plus à cet endroit-là? C'est quand même un bon truc qui peut nous aider à ouvrir l'œil. Ah, mais ça, c'était vraiment une bonne information à avoir soulevée. Puis, si on a été vraiment impressionné par ta prestation aujourd'hui, puis qu'on est dans la région où tu es, peux-tu nous répéter où est-ce que tu travailles? Comment on fait si on veut te consulter professionnellement, Marie-Félix? En fait, je travaille à la clinique de physiothérapie Éclourde, qui est située à Rouyn-Noranda. Mais aussi, je vois des enfants là, en virtuel via ma page Instagram. Ben, je les vois pas sur ma page Instagram, mais j'ai fait un compte là pour enfants pour essayer de tout ramener l'information côté physio à la même place, parce que souvent on se perd au travers tout ce qu'on lit, tout ce qu'on se fait dire, tout ce qu'on entend. Fait que de là, on peut réussir à prendre rendez-vous en virtuel aussi avec moi. Ça fonctionne très bien, les plagiocéphalies, vu qu'il y a beaucoup de conseils et exercices quand même de base, ça fonctionne très bien. Fait que ça nous évite aussi de sortir de la maison avec bébé. On sait qu'au début, c'est pas toujours évident, surtout en plus quand c'est l'hiver. Fait que ça peut aider là beaucoup. Mais oui, c'est la première étape dans le fond on peut visualiser par vidéo, par photo, recevoir les premiers conseils, être suivi. Et si ça devient important de consulter en personne, à ce moment-là, tu peux les rediriger. Je vais mettre tes informations pour te rejoindre, ton compte Instagram aussi dans les notes du podcast. Alors, génial. Je te remercie du fond du cœur et de la part de tous les parents qui vont écouter. Je pense que c'était vraiment précieux et fondamental comme information à posséder. Alors, merci de ton temps, merci de ton expertise et au plaisir de rediscuter d'un autre sujet aussi intéressant très bientôt. Ça fait plaisir. Merci à toi. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!